Derrière des yeux peints se cachait le secret d'un tueur. « Bienvenue à Mystère de minuit. Je suis votre hôte Gustave. Laissez un commentaire avec votre localisation. Vos mots donnent vie à ces mystères. L'orage avait commencé au crépuscule, arrivant de la Manche, avec un timing étrange et théâtral, comme s'il savait qu'il allait servir de lever de rideau à un drame à venir. Des éclairs fusèrent sur les pelouses du manoir Greythorn, projetant sur l'immense demeure géorgienne un relief saisissant et squelettique. À l'intérieur, les invités, dames en robe de soie, messieurs en smoking impeccable, s'efforçaient de poursuivre la soirée comme si le temps extérieur était une interruption importune mais sans importance. Ils s'étaient réunis pour la soirée d'automne annuelle de Lady Agatha Linton, un événement qui promettait, du moins aux personnes d'un certain standing, un mélange d'humour, de champagne et de scandales chuchotés. Mais cette année, l'air était chargé de bien plus que le parfum des roses apporté de la véranda. Une tension palpable et floue imprégnait chaque conversation. Au fond du salon, dominant le mur au-dessus de la cheminée en marbre, était accroché un tableau qui attirait le regard de chaque nouveau visiteur. C'était le portrait saisissant d'une jeune femme en robe édouardienne, assise dans un fauteuil à haut dossier, les mains gantées soigneusement jointes sur ses genoux. L'artiste avait capturé une étrange lueur dans son regard, quelque chose d'entendu, presque moqueur. La rumeur courait dans le village que le sujet, la grand-tante de Lady Agatha, était décédée dans des circonstances mystérieuses. Personne ne parvenait à s'accorder sur la cause. Maladie, accident ou quelque chose de bien plus sinistre. Ce soir-là, le portrait était devenu, de manière inattendue, le centre d'une conversation feutrée. Son cadre doré et orné brillait à la lumière de la lampe, et le regard peint de la femme semblait suivre certains invités plus attentivement que d'autres. À 9 heures précises, alors que Lady Agatha levait son verre pour porter un toast, l'orage frappa de plein fouet. Un violent coup de tonnerre fit trembler les lustres de cristal et au même instant, les lumières vacillèrent et s'éteignirent. Quelqu'un émit un rire nerveux. Quelque part dans l'ombre, un verre se brisa. L'air se tendit de malaise. Lorsque les lumières se rallumèrent quelques instants plus tard, ce fut pour révéler un tableau qui marquerait le début de la fin pour la liberté d'un invité. Sur le tapis persan, sous le portrait, gisait un homme, Lord Edmund Cavendish, le visage pâle, la main crispée dans le vide, comme pour atteindre quelque chose d'invisible. Du sang noircissait le poignet de sa chemise, jaillissant d'une blessure juste sous ses côtes. Dame Agatha hurla, les invités reculèrent, et dans le silence stupéfait qui suivit, le portrait sembla, l'espace d'un instant, esquisser un sourire narquois. L'arme n'était pas en vue, et apparemment, personne ne voulait admettre l'avoir vue. Pendant quelques battements de cœur stupéfaits, personne ne bougea, puis le mouvement reprit dans un frisson. Les hommes cherchèrent instinctivement de l'eau de vie et des sels, les femmes des mouchoirs, et quelque part, un valet de pied, le visage blême, s'éloigna en titubant vers le médecin. Lord Edmund Cavendish tenta de parler, mais en vain. La main qui s'était agrippée à l'air trouva le bord du tapis persan et se relâcha. Dehors, la tempête collait son visage aux fenêtres et respirait. Lady Agatha Linton, d'ordinaire d'un calme absolu, se releva péniblement et se redressa près de la cheminée. « Personne ne doit partir », dit-elle, et à la voix de cet ordre, on se rappelait que le manoir de Greythorn avait survécu à un siècle de dettes et de scandales grâce à sa châtelaine qui avait empêché le chaos de s'installer. Jennings fermait les portes à clé. Mabel apportait des couvertures. Elle baissa les yeux vers l'homme étendu sous le portrait, comme si elle avait su, par superstition, que la maison lui demanderait un jour cela. « Est-il » demanda Béatrice Val, la chroniqueuse mondaine dont la chronique, une vallée de larmes et de triomphes, avait gâché plus de soirées de lancement que de mauvais champagne. L'aigrette de diamants dans ses cheveux tremblait. Elle était petite, vive et perspicace, le genre de femme qui entend la nouvelle avant qu'elle n'arrive.
Disparu, dit le capitaine Hugh Markham, d'une voix qui avait reconnu les ordres et les coups de feu. Il s'était agenouillé près du corps, 2 doigts, sur la gorge, là où aurait dû se trouver le pouls. Le visage de Markham était couleur de vieux papier. C'était une relique glamour aux larges épaules, avec des blessures dont les hommes élégants ne parlent pas. Une lame étroite. Tiens. Il désigna la fleur sombre sous les côtes de Cavendish. Fusée avec précision. Alors, il doit y avoir une arme, dit le docteur Lionel Ashcroft, l'historien d'art que Lady Agatha avait engagé pour le conseiller sur sa collection. Les lunettes d'Ashcroft étaient embuées. Il les retira et les polit avec acharnement. Son regard se porta non pas sur le tapis ni sur les invités, mais sur le portrait lui-même, comme si la femme peinte daignait s'expliquer. « Il n'y a pas d'arme, » dit Clara Penrose, la secrétaire de Lord Edmund, une jeune femme d'une beauté posée dont le sang-froid craquait maintenant sur ses lèvres. Il y a eu un cri, les lumières se sont éteintes, il y a eu un choc, et quand elles sont revenues, ceci. Elle serra les mains pour les empêcher de trembler. Sur son gant droit, un croissant sombre brillait d'une lueur humide. Elle le vit, tressaillit et retira le gant comme s'il l'avait mordu. « Clara, » murmura Béatrice intéressée. « Quel malheur !»« Tais-toi » lança Félix Rowan, le neveu de Lady Agatha, dont les dettes étaient devenues une légende. L'année de ses 25 ans, et une tragédie l'année de ses 30 ans. Le col de son smoking était flétri. Une tache de cendre recouvrait une manchette. « Ce n'est pas une de vos horribles chroniques ?»« C'est peut-être vrai, » répondit Béatrice, les yeux brillants. « Les tragédies rapportent plus que... les mariages mondains, comme ta tante pourrait te le dire. »« Assez, » répéta Lady Agatha. Jennings, le majordome, un majordome de la distribution centrale, grand, discret et souffrant, apparut à la double porte avec un trousseau de clés. Les portes claquèrent, et le mécanisme des vieilles serrures s'enclencha dans un bruit qui fit paraître la pièce soudain plus petite. Dans un coin, Mabel Cribbins, la gouvernante, déposa une couverture pliée près du corps, avec la douceur, réservée aux enfants. « Que Dieu le garde », dit-elle simplement. Son visage buriné était indéchiffrable. Elle était née servante, en avait épousé une, l'avait enterrée, et le travail avait continué malgré tout. Son regard passa du corps au cadre doré. « Nous devrions descendre la dame », ajouta-t-elle à voix basse, comme si ses yeux peints en avaient trop vu. « Non », répondit Ashcroft rapidement, trop rapidement. « Absolument pas. La toile est fragile. L'humidité de la tempête, une manipulation brutale pourrait... Enfin... Et puis, respect pour les morts, Madame Cribbins. Le respect des morts implique plus qu'une photo. » Marmonna le capitaine Markham, mais il se redressa et recula. Un rapide décompte suivit, poussé par Lady Agatha. « Nous sommes là, je compte. 12, Jennings. 12, madame. Vous-même, monsieur Rowan, mademoiselle Vale, le capitaine Markham. Le docteur Ashcroft, mademoiselle Penrose. Monsieur Horace Bellamy. » L'avoué assis au retour des lumières, sa serviette lourde à ses pieds, Madame Cribbins, Cook 2 valets de pied, et moi-même. Lord Edmund fait 13. Il ne dit rien, fait. « Le jardinier ?» demanda Lady Agatha. « La femme de ménage ?»« Dans l'aile des domestiques, madame. J'ai envoyé Henri pour les y garder. Le pont sud est inondé. Le téléphone ne répond plus. » Jennings marqua une pause sur le dernier mot, comme si le téléphone avait choisi de bouder. « J'ai envoyé Runner Tom à la loge. Le gendarme viendra dès qu'il le pourra. » Béatrice, qui écrivait déjà du regard, tourna ses yeux vers Clara. « Tu étais la plus proche quand les lumières se sont éteintes ?»« Non. » Clara leva le menton. Madame Vale était la plus proche. Elle parlait à Lord Edmund, près de la cheminée. Béatrice sourit, ses dents brillèrent. « Parler presse Lord Edmund, ma chère, ce n'est pas la même chose que de le toucher. On ne sait jamais où ses mains ont pu passer dans le noir, bien sûr. »« Mademoiselle Vale, » dit Horace Bellamy depuis son fauteuil, « votre don pour transformer le moindre souffle en diffamation
est remarquable, mais ce n'est pas votre salon. » Il était trapu et rosâtre, un homme dont le réconfort provenait de comptes bien tenus et de clients prévisibles. Il tapota le cuir de sa valise. « Lord Edmund et moi avions un document à discuter. Nous ne l'avions pas encore fait. Je le mentionne au cas où quelqu'un penserait que sa mort m'intéresse. »« Quel genre de document ?» demanda Félix trop vite. « Ça ne vous regarde pas, dit Lady Agatha, et une vague inquiétude traversa sa voix modulée. « Monsieur Bellamy, nous en discuterons en temps voulu. Capitaine Markham, voudriez-vous tirer les rideaux ?»« L'éclair ?» Elle ne termina pas sa phrase. Les rideaux se refermèrent dans un sifflement, et la lumière de la pièce se réduisit à ses lampes. Maintenant que le choc avait levé son emprise brutale sur leur gorge, les nerfs cherchaient à s'occuper. Les gens regardaient. Ils regardaient. Le corps puis détournèrent leurs regards. Le sol, les uns les autres, et pendant tout ce temps, mais presque avec gêne, le portrait. C'était une chose splendide, il fallait l'admettre, même si sa splendeur avait été gâchée par la notoriété. Le cadre doré était lourd, épais, orné de volutes d'acanthe et d'une crête au sommet qui ressemblait à une couronne. Le regard de la jeune femme avait été peint avec habileté, non pas droit, mais légèrement vers la gauche, de sorte que quiconque se tenait là où Lord Edmund était tombé entrait dans son cercle enchanté. Une légère odeur d'huile de lin, réchauffée par le feu, flottait près de la cheminée. Au-dessus du marbre, une fine couche de feuilles d'or s'accrochait à un filet de suie, comme si quelque chose avait été brossé ou récemment dérangé. Ashcroft le vit. Malgré lui, ses yeux se plissèrent. Puis, avec l'instinct d'un homme payé pour remarquer et ne pas avouer, il toussa et prit un mouchoir. « Docteur Ashcroft, » dit le capitaine Markham, « vous avez conseillé Lady Agatha au sujet de cette pièce ?»« Oui. Le portrait est celui de Lady Helena Linton, peint en 1907 par Blaise Auxerre. » Ashcroft s'adressa à l'Assemblée, mais son public était la toile. Auxerre avait la réputation de ses surfaces qui ressemblaient à de la lumière incarnée et de son tempérament. Il posa un doigt sur le cadre, puis se ravisa. Une rumeur circule autour de cette toile, absurde, bien sûr, selon laquelle elle dissimulerait un compartiment. Des balivernes romantiques colportées par des gens qui s'ennuient. Des bêtises? La voix de Béatrice s'éclaircit. Comment? Utile ce seraient des ordures, ce soir. Un compartiment avec un poignard dedans, peut-être. Félix rit, mais c'était le genre de rire qu'on entend lorsqu'un médecin raconte une blague sur l'anesthésie. Qu'est-ce que ça prouverait? Que quelqu'un fait du théâtre. On est en Angleterre, pas à Rome. Clara, qui était restée très silencieuse, dit « Lord Edmund n'aimait pas les effets de scène. » Sa voix s'adoucit au souvenir. Il disait que la seule chose honnête dans une pièce remplie d'objets de valeur, c'est une facture. Il méprisait le portrait. Il pensait elle, se moquait de lui. Elle leva les yeux, comme si elle s'attendait à un tic de la bouche peinte. Et il s'est disputé avec elle, expliqua Béatrice, ravie. Tu ne me regarderas plus comme ça, je l'ai entendu dire plus tôt. Ou quelque chose du genre. Lui devait-il de l'argent? Il était fiduciaire, dit Félix avant que quiconque ne puisse le faire. Il gérait une partie de la succession. Il bloquait certaines restructurations. Réorganisation, répéta Bellamy, plus sèchement, que la météo. Un euphémisme pour désigner la transformation d'objets de famille en liquidité. Lady Agatha ne regarda pas son neveu. Lord Edmund et moi étions en désaccord sur la façon dont Greythorn devait être entretenu, dit-elle. C'est tout. Et pourtant, dit doucement Markham, quelqu'un lui a planté une lame dans le corps alors que les lumières étaient éteintes. On ne peut pas faire comme si c'était la tempête. Qui a crié? Demanda soudain Ashcroft. Son propre trac, privé du léger soulagement que lui procurait le cadre, cherchait à comprendre. Quand les lumières se sont éteintes, il y a eu un cri avant le fracas du verre. De qui s'agit-il? Je crois, dit Jennings, discret même dans ses aveux, que c'était peut-être le mien, docteur. Le lustre au-dessus de la porte a étincelé. J'ai été surpris. Et le verre brisé? Demanda Markham. Un plateau,
expliqua Mabel Cribbins. Henry l'a laissé tomber. Alors, Bellamy compta sur ses doigts, comme pour organiser le destin. Une étincelle. Un cri, un fracas, un cri, les lumières reviennent, et Lord Edmund est mort. En moins de temps qu'il n'en faut pour signer un codicille. Monsieur Bellamy, dit Béatrice d'un ton mielleux, vous et votre serviette devenez intéressants. Vous comptiez demander à Lord Edmund de signer quelque chose ce soir, alors. Que la foudre rendait la chose romantique. J'allais le mettre en garde contre toute signature ce soir, répondit Bellamy d'un ton neutre. Les hommes ivres et sous la tempête prennent de mauvaises décisions. Si vous... Dois-je lui ai conseillé de reporter une proposition visant à transférer certains avoirs à une autre fiducie. Une fiducie dont M. Rowan serait le bénéficiaire immédiat. Félix releva la tête. C'est un sacré mensonge. Ce n'est pas vrai, murmura Lady Agatha, furieuse. Félix. Il rougit, teinté de gêne et de cognac. Si Edmund n'avait pas été si obstiné. Les hommes obstinés ne méritent pas les couteaux, dit Clara d'un ton brusque. Il était dur, mais juste. Elle s'interrompit, les lèvres pincées, et le mot suivant qu'elle prononça fut étonnamment faible. Il allait m'épouser. Il y eut un silence, ce silence bienveillant qui suit une nouvelle dans une pièce et la place soigneusement dans chaque main. Les yeux de Béatrice ne brillèrent pas. Pour une fois, elle avait l'air presque bienveillante. Lady Agatha ferma les siens, non pas tant contre l'annonce que contre ce qu'elle signifiait pour la maison. Bellamy soupira. « Nous n'en avions parlé à personne, » admit-il. « Lord Edmund m'a consulté. Les arrangements devaient être... Eh bien, voilà. » « Et voilà la moitié des motifs que nous avions imaginés s'envoler, » dit Béatrice avec une joie mélancolique. « Hélas, mon cher Félix, ta part de scandale diminue, tandis que celle de mademoiselle Penrose s'agrandit. » Clara baissa les yeux. « Tu diras que j'avais tout à gagner. » Sa voix était posée. « J'avais tout à perdre. Si tu connaissais Edmund, tu comprendrais. Il n'a pas cédé. Il n'aurait pas pardonné à une femme qui l'avait embarrassé. » Markham se frotta la mâchoire. Quelqu'un a compté sur ces secondes d'obscurité. Cela suggère une préparation, une arme déjà à portée de main, ou un esprit prêt à utiliser tout ce qui est à sa portée. « À portée de main » murmura Ashcroft, et son regard se porta de nouveau sur les dorures. Il n'était pas le seul. Sur la cheminée, au milieu de bergères en porcelaine et d'une horloge ayant appartenu à quelqu'un qui avait ennuyé Napoléon, une fine trace sombre apparut à la jonction de l'or et du marbre. C'était peut-être de la suie. C'était peut-être Mabel Cribbins, pragmatique jusqu'au bout, alla chercher un chiffon et fit mine de l'essuyer. « Non, » dit sèchement Lady Agatha à la surprise générale, « jusqu'à l'arrivée du gendarme. »« Le gendarme !» répéta Béatrice en jetant un coup d'œil vers les portes verrouillées avec leur vieux cœur de fer. « Ce sera ce soir, ou allons-nous rester avec nos pensées et nos alibis jusqu'au matin? »« Nous allons nous asseoir, » dit Lady Agatha, « et nous parlerons. » Elle prit une inspiration prudente, comme pour enfoncer l'aiguille dans un sillon. « Nous allons commencer par la dernière heure. Monsieur Bellamy, vous deviez retrouver Lord Edmund devant la cheminée à 9 heures. Vraiment ? Je l'ai fait. Il m'a demandé d'attendre. Il souhaitait revoir le portrait. Je ne laisserai pas le sourire narquois d'une femme se moquer de moi dans la maison de mon ennemi, a-t-il dit. Je lui ai dit que la maison n'était pas mon ennemi. Il a ri, puis le tonnerre, la lumière s'éteinte. Et quand elle est revenue, il était sur le tapis. Mademoiselle Vale. Je racontais à Lord Edmund une histoire qui ne lui plairait pas. Elle ne lui plaisait pas. Les lumières s'éteignirent, et j'eus l'idée très judicieuse que si je restais exactement où j'étais, on ne pourrait pas m'accuser d'avoir bougé. J'avais tort. On peut être accusé de n'importe quoi si l'on est près du corps. Capitaine. Markham. J'étais à 2 pas à droite de la cheminée en train de parler à M. Rowan d'un pari qu'il avait oublié d'honorer. Je n'avais pas oublié, dit Félix. J'attendais de meilleures chances. Docteur Ashcroft, je me tenais là. Ashcroft indiqua un endroit qui, malgré la géométrie réorganisée du choc, était étrangement bien choisi. Assez près pour voir, assez loin pour refuser.
Je conseillais à Lady Agatha de nettoyer le portrait. Il a accumulé plus de graisse de bougie qu'il n'est sain. Madame Cribbins, dans l'embrasure de la porte avec un plateau de petits fours que je n'ai jamais pu offrir. Et Clara déglutit. Le gant arraché de sa main gisait au bord du tapis, son croissant formant une petite lune sombre. « À gauche d'Edmund, dit-elle. Il venait de me dire que nous irions à Londres demain revoir Monsieur Bellamy. Les lumières se sont éteintes. Quelqu'un m'a frôlé. Le souffle de quelqu'un. » Elle s'arrêta troublée par ses souvenirs. « Par des fleurs d'oranger, termina-t-elle surprise, ou quelque chose comme ça. De l'eau de Cologne. 12 personnes dans une pièce et une 13e qui ne raconterait plus d'histoire. Chacun avait désormais sa place sur l'échiquier, et la tempête déplaçait les pièces en faisant vibrer les vitres. Au-dessus d'eux, la jeune femme du tableau d'Auxerre observait avec la sérénité de ceux qui ont déjà survécu à leur scandale. Derrière les portes verrouillées, la vieille horloge du hall sonna le quart d'heure, et dans le bref silence qui suivit, un nouveau son se fit entendre. Un pas ferme et lent sur le parvis en pierre, suivi du tintement poli de la grosse cloche à l'entrée du manoir. Lady Agatha leva la tête. « Dieu merci », dit-elle doucement, non pas parce qu'elle espérait le salut, mais parce que l'ordre avait envoyé un émissaire sous la pluie. Order entra sans hâte au manoir Greythorn, secoua son chapeau sur le seuil pour en faire tomber la pluie et demanda très poliment s'il pouvait être admis. Jennings retira le verrou et le petit monsieur trapu qui s'avança dans la lumière de la lampe du hall arrangea la réalité comme s'il s'agissait de meubles. Ses moustaches étaient impeccables, ses chaussures n'avaient pas laissé la boue, s'approchaient trop près. Ses yeux d'un gris précis ne manquaient rien et semblaient tout manquer volontairement. « Messieurs, mesdames » dit-il en inclinant la tête vers Lady Agatha avec la galanterie d'une époque qui refusait de se retirer. « Hercule Poirot, à votre service. Le connétable était indisposé par l'inondation, et un vieil ami de Scotland Yard m'a suggéré, alors que je passais une soirée tranquille à l'auberge, « Ah, mais il semble que ce ne sera pas le cas après tout. » Il suivit Jennings dans le salon, aperçut le corps sous le portrait, et dans ce battement de cœur d'observation pure, une minuscule quantité d'ordre s'accumula dans la pièce comme de la limaille sur un aimant. Il posa son chapeau sur une table basse avec une minutie déplacée dans la tempête et leva les yeux vers la jeune femme au-dessus de la cheminée. « Tiens » murmura-t-il presque pour lui-même. « Elle est amusée, toujours les portraits. Il rit quand on a fait une bêtise. » Puis, comme si seule la courtoisie pouvait lui convenir, il s'inclina de nouveau devant dame Agatha. « Vous avez bien fait, madame, de verrouiller les portes. Personne n'est parti depuis la... catastrophe ? Non, dit dame Agatha d'une voix sourde. Je vous l'ai interdit. Je vous remercie d'être venu. Ce n'est rien. » Les mains de Poirot formèrent une petite silhouette dans l'air. « Je préfère les pièces bien rangées. La mort est naturellement désordonnée. Nous allons la mettre en ordre, et nous commencerons par là. » Il baissa les yeux vers Lord Edmund Cavendish sans le toucher, jamais, mais avec une concentration qui donnait envie de mettre de l'ordre dans ses pensées, de peur de remarquer la poussière qui les recouvrait. « Capitaine, dit-il sans lever les yeux, vous avez déjà vu une telle blessure? Vous dites qu'elle est fine, manipulée avec précision ?» Le capitaine Markham sursauta, puis se reprit avec une économie de soldat. Sous les côtes, incliné vers le haut. Il aurait atteint le cœur si la main avait su de quoi il s'agissait, et il n'y a pas d'arme. Poirot ne formula pas sa question. Il se redressa, et son regard parcourut le cadre doré, la cheminée, le motif du tapis, le gant posé comme un petit objet abandonné au bord du tapis. Il vit la tache en croissant, le léger éclat de feuilles d'or accrochées à la jonction du marbre et de la dorure, la trace de cendre sur la manchette de Félix Rowan, oubliée dans une pièce où la fumée était monnaie courante. « Laissez-moi. »« 1 minute, dit-il, et à Jennings. « Les lumières. Elles ont lâché et se sont rétablies. Combien de temps exactement sommes-nous restés dans le noir ?» Jennings jeta un coup d'œil à l'horloge. « Pas plus de 5 ou 6 secondes, monsieur. »
peut-être moins. 5 secondes, répéta doucement Poirot comme s'il examinait une pièce. C'est très peu. Ce n'est pas le temps de trouver le courage qui vous manque, à moins que vous ne soyez venu avec lui. C'est en revanche le temps de faire ce que vous avez déjà en main. Il se tourna vers le groupe avec un sourire à la fois rassurant et arrangeant. On ne va pas dramatiser. On attendra que le médecin confirme ce qu'on sait et que le yard amène ses grosses bottes. En attendant, on met le cerveau dans les petites chaussures au travail, n'est-ce pas? Madame, si vous me le permettez, vos chaises ici, vos petites tables, personne ne doit les déplacer. Jennings, vous allez fermer les autres portes et m'apporter un plateau. Dessus, un verre propre, une bougie, une boîte d'allumettes et une soucoupe. Béatrice Val, dont la profession était d'observer, remarqua que tout le monde obéissait avec soulagement. Les demandes de Poirot étaient ridicules, prouvant aux personnes nerveuses que tout irait bien. Il prit le gant avec 2 doigts et le posa sur la soucoupe. Il ne regarda pas Clara Penrose en le faisant, ce qui était une forme de gentillesse. Maintenant, continua-t-il, nous parlons uniquement pour mettre le tableau dans son cadre. Je souhaite entendre, dans l'ordre de votre mémoire, pas de broderie, pas d'ingéniosité. Si vous ne pouvez pas éviter d'être intelligent, soyez intelligent plus tard, Monsieur Bellamy. Horace Bellamy décrivit, du ton mesuré d'un homme qui préfère ne pas être cité, l'intention de conseiller un délai, la position près de la cheminée, le tonnerre, l'obscurité, le retour de la lumière. Son récit avait la fluidité d'un récit répété, ce qui le rendait plausible et donc suspect. Merci, Miss Val. La version de Béatrice était la même, racontée avec une plume plus vive. L'éclat, le cri, l'idée de rester immobile. Poirot observait la façon dont ses doigts tapotaient la coudoir de son fauteuil, comme des petites dactylos. Il ne l'interrompit pas. Lorsqu'elle eut terminé, il dit simplement « Vous ne portez pas de parfum, mademoiselle. »« Pas ce soir, dit-elle. Il lutte contre la météo. »« Prudence, approuva Poirot, et il tourna son petit regard vers le capitaine Markham, qui raconta le récit du soldat. Position, distance, son. « Vous êtes droitier, capitaine. »« Je suis. »« Bon. » Il n'a pas précisé pourquoi c'était bon. Dr Ashcroft, le récital d'Ashcroft s'accompagnait d'une érudition fortuite. Auxerre, 1907. Les ragots sur les compartiments furent rejetés comme des balivernes romantiques. Poirot, qui collectionnait les bagatelles comme un avare collectionne les pièces de monnaie, fit un signe de tête en direction du compartiment et le glissa dans sa poche. « Monsieur Rowan ?» demanda Poirot en levant enfin les yeux vers le visage de Félix. La bouche de Félix prit une forme qu'une longue habitude avait acquise dans les clubs où l'on évitait les billets par charme. J'étais à 2 pas du foyer. Le capitaine Markham m'avait abordé pour un pari que j'étais prêt à régler avec une certaine souplesse. Il écarta les mains, dévoilant ses ongles bien taillés. Puis les lumières, puis le corps. Il s'interrompit, car il avait failli dire « Je n'aime pas le sanger », cela semblait peu viril. Votre manchette. Et observa doucement Poirot. Elle porte la petite marque. C'est de la cendre? Félix baissa les yeux, surpris et irrité de se voir observer. Une cigarette plutôt, Béatrice te le dira. Elle interdit de fumer dans les salons, alors. Je suis sûr qu'elle l'a noté dans sa liste de péchés. Certainement pas, dit Béatrice d'une voix douce. Je préfère les plus grandes. Clara Penrose, dit Poirot, d'un ton plus doux. Tu devais épouser Lord Edmund. Clara ne détourna pas le regard. Oui. C'était une question, murmura Poirot, mais elle n'appelle pas de réponse. Elle est déjà visible dans ton visage. Tu te tenais à sa gauche. Tu as senti l'odeur des fleurs d'oranger. Elle sursauta. Tu me crois? Je crois que c'est exact, mademoiselle. La fleur d'oranger, le néroli, est réservée à ceux qui souhaitent afficher leur innocence. On l'utilise aussi dans certaines eaux de Cologne pour les gentlemen, qui souhaitent être élégants sans se faire remarquer. Son regard ne la quittait pas, et pourtant Clara avait l'étrange impression qu'il voyait toute la pièce en s'adressant à elle.
Lord Edmund portait-il un tel parfum? Non, répondit-elle immédiatement. Il détestait tout ce qui persistait. Bien. Quelqu'un est passé près de toi sans rester près de toi. Jennings, le culbuteur, s'il te plaît. Jennings apporta le plateau. Poirot posa le verre à la verticale sur la cheminée, juste sous le portrait, et plaça la bougie allumée sur l'âtre. « Nous faisons un petit théâtre, » dit-il aimablement. « Quand les lumières s'éteignent, la flamme parle. Regardez. » Et il jeta un coup d'œil à Lady Agatha. « Madame, pardonnez-moi, juste une seconde. » Lady Agatha hocha la tête. La maison sembla retenir son souffle. Jennings actionna l'interrupteur. L'obscurité s'engouffra dans un léger soupir de quelqu'un. Ma belle, peut-être. Et dans cette obscurité, la flamme de la bougie flamboya, s'évapora et se dirigea vers une longue languette qui pointait, joliment, vers le côté gauche de la cheminée, là où la dorure rejoignait le marbre en une étroite couture. Les lumières revinrent. « L'air circule, » dit Poirot d'un ton doux, « même quand les hommes ne le font pas. Un courant d'air, ça ne devrait pas être. C'est un détail. Peut-être qu'il y a une fissure dans le mastic de la fenêtre. Peut-être pas. » Il ne regarda pas Ashcroft en disant cela, ce qui obligea Ashcroft à se regarder lui-même. Poirot s'approcha du portrait et se tint à la distance respectable qu'un homme se tient d'une dame qu'il admire. Il ne toucha pas le cadre, mais son regard caressa les angles, la crête, la moulure inférieure. « Blaise au cerf, » dit-il pensivement. Un homme aux habitudes particulières. Il privilégiait, pour les cadres de ses œuvres les plus chères, un joint particulier en bas à gauche, une fioriture de charpentier qu'il copiait d'un Italien. Vous voyez là, un infime défaut d'alignement dans le feuillage, invisible à moins d'être un petit homme qui observe attentivement. Pourquoi là et pas symétrique à droite? Peut-être rien. Peut-être quelque chose qui s'ouvre là où on ne l'attend pas. Ashcroft s'éclaircit la gorge. Sauf votre respect, monsieur Poirot, cette maison a été restaurée, et les restaurateurs, docteurs, sont des hommes qui ont des déjeuners et des budgets. Hauser avait de la fierté. Poirot sourit gentiment, comme si ces mots étaient un compliment. Il s'écarta. « Nous n'y toucherons pas, non. Nous ne sommes pas des sauvages. Mais je vous demande à tous de vous rappeler, même les lumières, éteintes, la pièce ne cessait pas d'être une pièce. L'espace restait ce qu'il était. Si une main tendait la main vers quelque chose, elle tendait vers ce qu'elle connaissait déjà. « Insinuez-vous, » dit Béatrice, incapable de s'en empêcher, que le meurtrier s'entraînait. « Je n'insinue rien, mademoiselle, je suggère. Le meurtrier est très probablement quelqu'un qui déteste l'improvisation. » Il leva la main avant que Félix ne puisse parler. « Nous aurons le temps pour les protestations. Pour l'instant, une dernière petite chose. » Il inclina la soucoupe pour que le gant glisse dans le verre. « Jennings, ayez l'amabilité de poser ceci sur le buffet et que personne ne s'en approche. Les empreintes digitales ne m'intéressent pas. C'est la salade du chef du policier. Ce qui m'intéresse, c'est la forme de la tache et ce qu'elle révèle de l'endroit où la main a touché le sang. » Lady Agatha ferma les yeux pour la deuxième fois cette nuit-là. « Monsieur Poirot, je dois vous demander, croyez-vous que quelqu'un ici a tué Lord Edmund ?» Poirot se tourna vers elle avec une pitié qui n'était pas condescendante. « Madame, je crois qu'il y a des nuits où la tempête trouve une fissure dans le toit dont nous ignorions l'existence, et je crois qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui a répété une phrase pendant des semaines. Quand les lumières s'éteindront, je ferai ça. Nous trouverons lequel et nous ne nous précipiterons pas. » Le meurtrier a compté sur notre hâte. Il y eut un silence où s'arrêtèrent plusieurs respirations. La peur, l'indignation, la constance. Dehors, la pluie changea d'avis et s'abattit plus violemment sur les fenêtres. Du couloir parvint un léger cliquetis de vaisselle. Les domestiques ne peuvent s'empêcher de continuer la maison. « Une dernière question, » dit doucement Poirot, s'adressant à tous et à personne. « Qui ici a porté, ce soir ou souvent, le parfum de la fleur? D'oranger ?» Il regarda Lady Agatha qui secoua la tête. Béatrice qui sourit et fendit l'air d'une main comme pour disperser des fleurs,
Clara, dont le parfum n'était que du savon, Mabel, qui sentait l'amidon et la cannelle, Cook, qui avait de la farine sur la manche et un fantôme de vanille autour d'elle, les hommes, Bellamy sec comme du papier, et Félix, le léger rien de chair de quelqu'un qui préfère sentir la fortune plutôt que la fleur, Markham le cuir et la pluie, Ashcroft, les yeux d'Ashcroft s'écarquillèrent un instant avant que sa bouche ne dissimule sa surprise. Tanneroli, avoua-t-il avec l'embarras d'un érudit. Une habitude acquise à Florence. Ça empêche la poussière de paraître trop domestique. Cela empêche les autres choses de paraître ce qu'elles sont, dit Poirot d'un ton très aimable. Ce n'est pas un crime d'être flairé, docteur. Mais votre proximité avec Miss Penrose au moment crucial devient plus intéressante. Nous ne conclurons pas, nous nous contenterons de constater. Félix laissa échapper le rire d'un homme reconnaissant d'être la cible de quelqu'un d'autre que lui. Alors, le gars de l'art sent la demoiselle d'honneur. C'est pas vraiment... Monsieur Rowan, dit Poirot, et la douceur de son ton se transforma en une douceur d'acier si subtile que la pièce sentit la température changer sans qu'on sache pourquoi. Vous vous contenterez d'être amusant quand je vous le demanderai. Lord Edmond et... Vous aviez des affaires qui vous ont rendu ennemi pour l'heure. J'ai le sentiment que vous êtes un homme qui n'aime pas être repoussé. De plus, votre tailleur ne vous a pas appris à brosser correctement la cendre de vos manchettes. Ce sont des choses intéressantes. Ce ne sont pas encore des crimes. Nous garderons notre sang-froid autant que nos places. Il se tourna alors vers la cheminée et se pencha aussi près que la rigueur le lui permettait, là où le dorure rencontrait la pierre. Il approcha le dos de sa main de la couture et attendit. Au bout d'un moment, une légère fraîcheur effleura sa peau. Il se redressa, ravi. « Il y a un conduit, » dit-il joyeusement. Quelque part derrière, l'air passe. Les vieilles maisons sont comme les vieillards, elles sifflent dans les joints. Peut-être est-ce le conduit de fumée. Peut-être est-ce quelque chose qui laisse passer plus que de l'air. Madame, demain matin, avec précaution, avec votre permission et en présence de témoins, nous descendrons la dame et examinerons le mur derrière. Ce soir, nous préservons ce qui est. Lady. Agatha hocha la tête, car il n'y avait rien d'autre à faire. La tension qui avait tendu la pièce s'apaisa légèrement. Poirot n'avait rien résolu, ce qui est parfois mieux que de faire semblant. Il avait simplement déplacé les pièces pour que chacun puisse voir qui se tenait près de qui lorsque la lumière s'éteignait. « Maintenant, » dit Poirot en regardant vers le hall où la cloche avait sonné il y a peu et où la pluie jouait encore avec les fenêtres, « nous allons prendre un café. Personne ne boit de cognac sans mon autorisation. Le chagrin rend les hommes assoiffés et les lâches courageux, et les deux sont dangereux pour la vérité. Nous allons nous asseoir ensemble, et je vous poserai de toutes petites questions que vous trouverez très stupides. Ne vous y trompez pas. Je collectionne les bêtises comme un avare collectionne les sous, et je vais bientôt payer quelque chose de très cher avec. » Béatrice, incapable de résister à une réplique même lorsqu'on lui disait de ne pas le faire, dit « Et qu'allez-vous acheter, monsieur Poirot ?»« Le moment, dit-il, et son sourire n'était pas pour faire de l'effet, où l'un de vous enfonce un petit couteau dans son propre alibi, très doucement comme un expert, et le fait saigner. » Le café arriva dans des pots en argent qui fumaient légèrement dans l'air lourd, porté par Jennings, avec la solennité d'un homme qui sait que les cérémonies peuvent apaiser une pièce. Les tasses tintèrent doucement lorsqu'il les posa, et le parfum de la torréfaction foncée sembla se déposer dans les coins, tel un invité attentif. Personne ne chercha vraiment le sucre. Personne encore ne désirait la douceur. Poirot ne s'assit pas. Il préférait rester debout, se déplaçant lentement le long des chaises qui faisaient face à l'âtre, les mains légèrement jointes derrière le dos. Ce petit trajet se faisait sans hâte, mais il donnait à chacun la sensation particulière d'être examiné avec le même niveau de détail qu'une pièce d'échec avant un coup décisif. Son regard n'était ni accusateur ni chaleureux. Il était à la température exacte de la pensée.
Allons, mes amis, commença-t-il, accompagné d'un léger signe de tête adressé à Lady Agatha. Ne commettons pas l'erreur de trop parler à la fois. Je poserai des questions qui paraîtront sans importance, mais c'est dans les plus petites choses que la vérité aime se cacher. Un mensonge, c'est maladroit, il traîne les meubles sur son passage. La vérité glisse aussi légèrement que l'ombre d'un chat. Il s'arrêta devant Clara Penrose, assise bien droite, les mains jointes, le gant rayé absent de ses genoux. « Mademoiselle, vous dites que quelqu'un vous a frôlé dans le noir. Cette personne s'est déplacée rapidement. » « Oui. » Sa voix était douce mais ferme. Ce n'était qu'un instant, pas plus. « Et la direction? » « D'où à où ?» Elle ferma brièvement les yeux, revoyant l'instant. De la cheminée vers le coin le plus éloigné, près des portes-fenêtres. « Lesquelles sont verrouillées maintenant? » « Oui. » Poirot regarda Jennings, qui inclina la tête en signe de confirmation. « Je les ai verrouillées immédiatement après que Lady Agatha m'en ait donné l'ordre. La clé est toujours en ma possession. »« Tiens, très bien, » murmura Poirot. « Et l'odeur, la fleur d'oranger, tu es sûr qu'elle était dans cette haleine ?» Clara fronça les sourcils. « Certainement. » Poirot inclina la tête et s'éloigna, s'arrêtant devant le docteur Ashcroft. « Docteur, vous avouez avoir porté du néroli. Dans le noir, vous avez bougé? » « Moi, non. Je me suis juste tourné vers la cheminée quand le tonnerre a éclaté. »« Tu te tournais vers elle, » répéta Poirot d'un ton doux, « pour que tu tournes le dos à Miss Penrose ou à tes côtés? »« Mon côté, je crois. » Ashcroft ajusta ses lunettes comme pour se défendre. « Ce n'est pas moi qui l'ai effleuré. » Poirot sourit faiblement, comme si de tels dénis étaient un phénomène naturel, comme la pluie. Il s'approcha de Félix Rowan, dont les doigts martelaient avec impatience l'accoudoir du fauteuil. « Monsieur, vous étiez en conversation avec le capitaine. Avez-vous senti quelqu'un passer entre vous et le feu ?» Félix haussa les épaules. « Je n'ai pas remarqué. J'écoutais le capitaine me dire ce que je lui devais. On ne se concentre sur rien d'autre quand on insiste pour payer. Et pourtant, dit doucement Poirot, vous ne voyez rien d'inquiétant à ce que les gens vous croisent dans le noir. » La bouche de Félix se contracta. « Ça dépend. De qui c'est ?» Le soupir de Lady Agatha fut si aigu qu'il coupa la réponse en deux. Poirot ne la regarda pas. Il observait maintenant Béatrice Val, dont l'expression exprimait une impatience amusée. « Mademoiselle Vale, votre place était la plus proche de Lord Edmund. Avez-vous entendu un mouvement qui n'était pas le vôtre? » « Peut-être. » Elle joua avec le manche de sa cuillère à café. On entendit un bruit de tissu frotté, comme si quelqu'un passait entre moi et le feu. Mais je n'ai rien vu, évidemment. « Et tu es resté complètement immobile? »« Oui. » Poirot laissa le silence s'étirer. « Mademoiselle Val, vous avez l'oreille attentive. Juste après le cri, avant que la vitre ne se brise, avez-vous entendu quelque chose? Un mot, peut-être ?» Ses yeux se plissèrent légèrement, et pendant un instant, il fut clair qu'elle se demandait si la vérité ou quelque chose de plus brillant lui serait plus utile. « Oui, dit-elle enfin, une sorte de murmure, comme quelqu'un qui dit « maintenant ». Cela lui valut un éclair d'intérêt sur trois visages, ceux de Clara, de Markham et de Bellamy, bien que chacun le dissimulât différemment. Poirot se tourna doucement vers Bellamy. « Monsieur, vous avez dit que vous deviez retrouver Lord Edmund devant la cheminée. Étiez-vous là lorsque les lumières se sont éteintes? » « J'étais proche, oui. »« À quelle distance? » ?»« Assez près pour être touché si quelqu'un s'était débattu, ce qui n'était pas mon cas. Et pourtant, tu as bougé quand la lumière est revenue. Tu étais près de ta chaise. Pourquoi? Je ne voulais pas me tenir au-dessus d'un corps. C'est indigne. »« Indigne. » répéta doucement Poirot comme s'il goûtait le mot. « Ou gênant. » Le regard de Bellamy était fixe. « Tu tireras tes propres conclusions. » Le petit sourire de Poirot était indéchiffrable. Il se tourna enfin vers le capitaine Markham. « Vous êtes un homme qui remarque les positions, les distances, les temps. Quand les lumières se sont éteintes, qui était le plus proche du portrait? » Markham n'hésita pas. « Lord Edmund, évidemment. Miss Vale d'un côté, Miss Penrose de l'autre, Ashcroft derrière Penrose, Rowan à ma droite.
Bellamy légèrement en avant de la cheminée, et Lady Agatha derrière la deuxième rangée, de chaises. Moi à un pas à droite de la cheminée, Jennings près de la porte, Madame Cribbins dans l'embrasure avec le plateau. « Et tu te souviens de ça dans le noir ?» demanda Poirot. « Dans le noir, on se souvient où les gens étaient une seconde auparavant. »« Exactement, » dit Poirot, comme si c'était précisément le message qu'il voulait faire passer. Il recula vers la table basse, observant la pièce à distance. Le regard peint du portrait, toujours figé dans son éternelle demi-moquerie, semblait presque le défier. Le cadre doré captait la lumière de la lampe, juste assez pour souligner cette jointure inférieure, là où le dorure rencontrait le marbre, et où peut-être une main dans l'obscurité aurait su exactement où tendre la main. « Je vais vous dire quelque chose, » dit Poirot dans le silence. Le meurtrier de Lord Edmund n'a pas pris sa décision sur le moment. C'est trop rapide, même pour un homme au tempérament colérique. Non, il a pensé à l'instant, l'obscurité, le bruit, la proximité de la cheminée, bien avant ce soir. Et un tel individu aurait dû être là avant, étudier la pièce, connaître les distances par cœur. Son regard s'attarda, non pas sur quelqu'un en particulier, mais sur l'espace lui-même, comme si les murs pouvaient confirmer sa déduction. Félix eut un rire bref et sec. « Alors, nous sommes tous coupables, Poirot. Tout le monde ici est déjà venu ici. »« Ah, mais monsieur, » répondit doucement Poirot, « tout le monde ici ne remarquerait pas la petite brise qui vient de la couture gauche du cadre. » La remarque se fit entendre sans explication, comme une plume flottant entre eux. Poirot sembla se contenter de la laisser en suspens. Au lieu de cela, il se servit une tasse de café, la sucre soigneusement, et s'assit pour la première fois, croisant une petite cheville sur l'autre. « Nous ne parlerons pas encore de culpabilité, » dit-il après une gorgée. « Mais nous allons faire quelque chose. Demain, avec la permission de Dame Agatha, j'examinerai le mur derrière le portrait. Ce soir, je souhaite seulement que chacun de vous réfléchisse à l'endroit où il se trouvait, à ce qu'il a touché, et que sa mémoire, ses yeux parcoururent lentement le cercle, soit aussi précise qu'il le croit. » Il posa sa tasse sur la soucoupe avec précaution, la porcelaine murmurant à peine « Parce que la mémoire, mes amis, est la plus obligeante des servantes. Elle vous dit ce que vous désirez entendre, jusqu'au moment où elle vous trahit. » Un frisson parcourut le groupe, silencieux et inaperçu. Dehors, le vent faisait vibrer les vitres, comme impatient d'être admis. À l'intérieur, personne ne parlait. Poirot se renversa en arrière, fermant brièvement les yeux, non pas par répit, mais avec cette manière qui lui était propre de savoir assembler les pièces, de les assembler avec la précision d'un joaillier sertissant des pierres. Lorsqu'il rouvrit les yeux, ils étaient fixés sur le portrait. Et si quelqu'un avait regardé attentivement, il aurait pu voir qu'il ne se contentait plus d'observer, mais qu'il avait le regard d'un homme qui venait de se souvenir d'un événement important, sans toutefois être pressé de le dire. Le feu siffla doucement lorsqu'une nouvelle bûche se posa, créant un léger tourbillon d'étincelles qui s'éteignirent avant d'atteindre la courbe de la cheminée. Personne ne se déplaça pour remplir sa tasse. Le café, refroidi dans une porcelaine délicate, n'était plus qu'un prétexte pour une sorte de calme. Poirot, toujours assis dans son fauteuil, tapota légèrement l'accoudoir du doigt, le regard fixé sur le portrait au-dessus de la cheminée, comme s'il s'agissait d'un adversaire en conversation polie. « Mademoiselle Vale, » dit-il enfin, d'une voix suffisamment sèche pour la faire sursauter. « Tout à l'heure, vous avez parlé d'un murmure, quelqu'un disant « maintenant » alors que les lumières étaient éteintes. Je voudrais savoir exactement comment. Il a été prononcé. Fort, doucement, près de vous, loin. Béatrice réfléchit, inclinant légèrement la tête pour évoquer le souvenir. Doucement, mais clairement, comme si la personne voulait qu'une seule autre personne l'entende. Et tout près? Je dirais juste devant moi, peut-être juste au-delà de Lord Edmund. C'est intéressant, murmura Poirot, parce que ce n'est pas un cri de peur, c'est un signal, oui, un mot pour dire à un autre que le moment est venu. Vous êtes certain de n'avoir aucun doute? Sans aucun doute.
Elle eut un léger sourire, bien que rien de chaleureux. « Mais je m'attends à ce que tu me dises que je l'imagine. »« Non, mademoiselle. L'imagination a sa place, mais ça, c'est quelque chose qui convient. » Félix Rowan eut un petit rire, mais son regard trahissait le malaise d'un homme qui se demandait s'il était la cible de la plaisanterie. « Alors, on a une conspiration maintenant ? On chuchote à l'oreille d'un autre dans le noir ?» Le regard de Poirot se porta sur lui, avec la douceur d'un professeur corrigeant un enfant. « Je n'ai pas besoin des grandes conspirations, monsieur. Je préfère les petites ententes. Elles sont plus faciles à dissimuler et plus mortelles. » Avant que Félix puisse répondre, un léger grincement provenant du couloir attira plusieurs têtes vers les portes du salon. Jennings entra, lissant son manteau comme s'il avait écouté dehors. « Pardonnez-moi, madame, » dit-il à Lady Agatha, « mais je pensais que vous devriez le savoir. Le vent a abattu une partie du vieux chêne au bout de l'allée. Il bloque la route du village. Aucune voiture ne passera ce soir. » L'effet fut immédiat et tangible. Le faible espoir que quelqu'un puisse enfin partir se dissipa aussitôt. Béatrice laissa échapper un soupir, peut-être un rire étouffé. Bellamy se renversa dans son fauteuil en murmurant « pratique ». Les yeux de Lady Agatha lancèrent des éclairs. « Vous pensez que j'ai provoqué la tempête, monsieur Bellamy ?»« Je pense, » répondit Bellamy, « qu'un meurtre dans une maison fermée à clé pendant une inondation est exactement le genre de problème qui fait le bonheur de monsieur Poirot. Et je pense que notre tueur vient de gagner quelques heures pour réfléchir à la suite. »« Mais oui, » dit doucement Poirot, « et le temps n'est pas toujours notre ami. Il force l'esprit à errer sur ce qu'il a fait. Dans cette errance, il laisse parfois une porte ouverte et un peu de vérité s'échappe. » Il se leva et lissa les revers de sa veste. « Nous allons profiter de ce moment. Je souhaite examiner de plus près la disposition de la pièce pendant la pénombre. Jennings, tamisez les lumières, mais ne les éteignez pas complètement. Je remplacerai Lord Edmund. Chacun de vous restera tel qu'il était, exactement comme il se souvient. » Ce n'était pas une requête. Ils obéirent, avançant avec une sorte de réticence solennelle. Les chaises raclaient faiblement, les jupes murmuraient. Poirot s'approcha de la cheminée et se plaça à l'endroit où se tenait le défunt, sa petite silhouette éclipsée par l'imposant portrait qui se trouvait au-dessus. La faible lumière projetait de longues ombres irrégulières, adoucissant le cadre doré, si bien que le coin inférieur gauche disparaissait presque dans la teinte pâle du marbre. « Maintenant, » dit-il doucement, « je souhaite que chacun de vous prenne note de la façon dont il me voit. Que voyez-vous? Quelle est la distance qui vous sépare de cette position? Et imaginez, les lumières ont disparu. Il y a l'odeur d'ozone du lustre, la chaleur du feu, la proximité des corps. Un pas, deux tout au plus, et vous pourriez me toucher le flanc avec votre main, ou avec une lame. » Il fit un pas délibéré vers le côté gauche de la cheminée, laissant sa main flotter un instant sur la jointure entre le cadre et la pierre. « Voyez-vous, mes amis, je n'ai pas besoin de découvrir le secret maintenant. J'ai juste besoin de savoir qui d'autre savait qu'il existait. Et cette connaissance, elle est plus rare que vous ne le pensez. Depuis le cercle, Ashcroft s'éclaircit la gorge. Je vous l'ai dit, les rumeurs de compartiment sont des balivernes. Pourtant, docteur, vous avez examiné cette veine des yeux ce soir, et vous avez remarqué, je crois, le petit éclat de feuilles d'or. C'est un réflexe d'érudit, pas celui d'un criminel peut-être. » Le regard de Poirot ne quitta pas le cadre, mais un réflexe peut être reproduit par quelqu'un qui a observé. Il recula au centre de la pièce, la démonstration terminée, et fit signe à Jennings de rétablir la pleine lumière. Tout le monde parut soulagé lorsque les ombres se retirèrent. Le regard de Poirot se posa sur le capitaine Markham. « Vous, mon capitaine, vous avez le sens du timing du soldat. En 5 secondes, dites-moi. Un homme pourrait-il s'approcher de la cheminée, passer la main derrière le cadre et retourner à sa place sans être vu ?» Markham réfléchit. S'il savait exactement où aller, oui, mais seulement si l'arme était déjà là et que l'acte était planifié. Il n'avait pas le temps de tâtonner.
Exactement, dit Poirot. Ce qui m'apprend quelque chose d'important, le tueur n'a pas apporté la lame dans la pièce à ce moment-là. Elle attendait déjà, peut-être depuis des années, peut-être depuis des jours, cachée là où seul un ou deux pourraient la trouver. La voix de Clara Penrose brisa le silence noué par la peur et l'urgence. Alors cela signifie que la mort de Lord Edmund n'était pas un hasard, mais délibéré, préparé. Exactement, mademoiselle. Le ton de Poirot était presque doux. C'était la représentation d'une scène répétée. Il tourna légèrement la tête vers Béatrice Val. Et au théâtre, il y a toujours un signal. Votre maintenant, c'était le signal. Ses lèvres se pressèrent, mais elle ne le nia pas. Poirot laissa le silence s'éterniser juste assez pour que le malaise s'installe. Puis, s'inclinant légèrement vers Lady Agatha, il dit « Madame, je vous dérange pour un petit service. Pourriez-vous demander au domestique de m'apporter des documents, liste d'invités, invitations, correspondances, concernant cette soirée, surtout l'heure à laquelle chaque personne a accepté. » Lady Agatha haussa les sourcils. « Vous croyez que le meurtrier a accepté l'invitation plus tôt que prévu ?»« Je crois, » dit Poirot, « qu'ils avaient besoin de certitude. La certitude que vous nous rassembleriez ici, et la certitude que le portrait serait exactement là où il a toujours été. » Bellamy renifla faiblement. « Alors vous devez soupçonner la moitié du comté. »« Non, monsieur. Je soupçonne seulement ceux qui habitent assez près pour entrer dans cette pièce sans avoir besoin de demander où se placer. » Son regard se posa, l'espace d'un instant, sur Félix Rowan. Si Félix le remarqua, il ne laissa rien paraître. Le bruit de la pluie s'apaisa légèrement contre les fenêtres, l'orage reprenant son souffle. Poirot s'approcha du feu, se réchauffant les mains comme s'il ne venait pas de faire basculer la suspicion dans la pièce. « Nous allons nous reposer un peu maintenant, » dit-il enfin. « Mais n'oubliez pas, quand la vérité éclatera, elle ne frappera pas. Elle s'assiera simplement à côté de vous, et vous saurez qu'elle était là depuis toujours. » Personne ne semblait disposé à se détendre. Et dans le silence qui suivit, les yeux peints de Lady Helena Linton les observèrent, tous amusés comme jamais, comme si elle aussi connaissait la réponse et qu'elle la garderait pour elle jusqu'au dernier moment, par pur plaisir. La pièce conserva un silence inquiet bien longtemps, après que les paroles de Poirot se furent estompées, comme si chacun craignait qu'un mouvement trop rapide n'attire son regard. Le seul bruit était le léger sifflement du feu, dont la lueur se reflétait sur les dorures ornées du cadre du portrait, et se reflétait sur les délicates tasses en porcelaine restées intactes. Lady Agatha fut la première à se réveiller, d'une voix ferme mais calme, tandis qu'elle ordonnait à Jennings d'aller chercher les documents demandés par Poirot. Pendant qu'ils attendaient, Poirot avança sans hâte, ses petits pas précis, le menant jusqu'au fond de la pièce, où les portes-fenêtres étaient verrouillées. Il s'arrêta, le bout des doigts effleurant les poignées de laiton poli, puis leva les yeux vers les lourds rideaux tirés après le retour de l'éclairage. La fureur atténuée de l'orage pressait faiblement la vitre, et un léger grincement suggérait que le vent avait trouvé une petite imperfection dans l'encadrement. « Intéressant, » murmura-t-il. Le capitaine Markham s'agita sur sa chaise. « Ils ont un problème ? » ?»« Pas faux, mon capitaine, » répondit Poirot, toujours en scrutant la jointure des boiseries. « Mais peut-être un peu trop facile d'accès. Dans l'obscurité, on pourrait y accéder en 2, voire 3 enjambées depuis la cheminée. Un mouvement que les autres pourraient entendre ou pas, selon l'endroit où ils portaient leur attention. » Bellamy, observant de l'autre côté de la pièce, dit sèchement « Si vous pensez que le tueur s'est échappé par ces portes, vous serez déçus. Elles sont verrouillées depuis la chute d'Edmund. Jennings l'a dit lui-même. » Poirot se retourna, un léger sourire illuminant ses lèvres. « Verrouillées de l'intérieur, monsieur, ce qui ne me dit rien sur le fait qu'ils aient été touchés avant. » Jennings revint alors, tenant soigneusement dans ses mains gantées une petite pile d'enveloppes gaufrées et de feuilles pliées. « La liste des invités et la correspondance, madame. »
dit-il en les déposant soigneusement sur la petite table près du fauteuil de Poirot. Poirot le remercia d'un hochement de tête poli, puis se mit à trier les papiers avec un soin presque cérémoniel, comme si chaque enveloppe pouvait contenir quelque chose de plus délicat que du papier. « Ces documents, Madame Linton, ont-ils tous été envoyés le même jour ?»« Oui, » répondit Lady Agatha. « Il y a 2 semaines. Les invitations sont datées, vous verrez. Les réponses sont arrivées les jours suivants. » Poirot examina les notes, son regard passant rapidement de l'une à l'autre. « Ah, voici Mademoiselle Vale, aussi prompte qu'une journaliste. Acceptée dans les 24 heures. Le capitaine Markham, 2 jours plus tard. Le docteur Ashcroft, 2 jours également. Monsieur Rowan, le même jour que Mademoiselle Vale. » Il leva brièvement les yeux vers Félix, qui haussa les sourcils avec une fausse innocence. « Et voici Mademoiselle Penrose, 3 jours. Monsieur Bellamy, 5. » Bellamy haussa légèrement les épaules. « J'étais absent quand l'invitation est arrivée. Affaires à Oxford. » Poirot tapota le bord de la dernière enveloppe contre la pile. « Bien sûr. Et les domestiques, Madame Cribbins, Cook, Jennings, furent immédiatement informés de l'incident, je suppose. » Lady Agatha inclina la tête. Naturellement, le regard de Poirot s'attarda un instant sur la pile soigneusement rangée avant de la poser. Il y a quelque chose dans l'acceptation, voyez-vous. C'est comme une graine plantée dans le sol. Cela vous indique quand le jardinier a élaboré son plan. Béatrice, se penchant légèrement en avant, dit « Alors tu penses que notre tueur a accepté plus tôt, pour être sûr d'avoir sa place dans ce petit théâtre? Peut-être. » Phase-clé doucement Poirot. Ou peut-être faisait-il partie de ceux qui n'avaient jamais eu besoin d'accepter, car leur présence ici était inévitable. Cette remarque fit légèrement crisper la posture de Lady Agatha, même si elle garda une voix posée. « Vous évoquez un membre de la maison. Je suggère simplement que la plus grande certitude vient de la familiarité, » répondit Poirot. « Un invité étudie la scène. Un résident la connaît. » Félix, toujours en train de flâner, mais avec un ton plus tranchant, dit « Tu peux aussi bien le dire franchement, Poirot. La moitié d'entre nous pourrait être dans cette catégorie. »« Oui, monsieur. C'est pourquoi je ne le dis pas. »« Encore. » Poirot se redressa, époussetant une tache invisible de sa manche. « Je vais plutôt demander autre chose. Qui savait, avant ce soir, que Lord Edmund avait l'intention d'épouser Miss Penrose ?» La question atterrit comme un caillou dans une eau calme, créant des remous dans le silence. Clara baissa les yeux sur ses mains. Les autres échangèrent des regards, pesant la vérité contre la discrétion. « Personne, » dit finalement Clara. « On a gardé ça secret. »« Pas tout à fait, » intervint Bellamy. « Lord Edmund me l'a dit, bien sûr, puisque je devais rédiger les papiers nécessaires. Et je crois... » Il hésita. Qu'il en a peut-être parlé à Lady Agatha lors d'une de leurs discussions. Le regard de Lady Agatha croisa celui de Poirot sans sourciller. Il l'a fait. Poirot inclina la tête d'un léger mouvement. Y a-t-il eu de l'opposition? Félix émit un petit rire amer. Tu as vraiment besoin de demander. La réponse de Lady Agatha fut suffisamment cinglante pour le réduire au silence. Les décisions d'Edmund lui appartenaient. Poirot laissa la tension monter un instant avant de dire « On peut donc supposer que, si cette union déplaisait à quelqu'un, il lui faudrait une raison autre que sentimentale pour l'empêcher. Et c'est peut-être dans cette raison que réside notre motivation. » Il se dirigea vers la cheminée, son regard de nouveau attiré par la couture de la dorure. Cette cachette, si elle existe, n'est pas de celle qu'on découvre par hasard. Dans une pièce bondée. Celui qui l'a utilisée ce soir la connaissait avant d'y entrer. Alors, mes amis, je me demande, lequel d'entre vous a eu à la fois l'occasion de la découvrir et le désir de l'utiliser? Personne ne répondit, même si le regard de Béatrice se posa, aussi rapide qu'un obturateur, sur le docteur Ashcroft, avant de revenir sur ses mains jointes. Poirot ne sembla pas le remarquer, même si sa question suivante s'adressait à l'historienne de l'art. « Docteur, combien de fois avez-vous examiné ce portrait au cours du mois dernier ?» Ashcroft hésita un instant avant de répondre
3, peut-être 4. J'étudiais son état pour Lady Agatha. Et lors de ces visites, vous étiez seul avec lui? Parfois, oui. Alors vous sauriez s'il y avait une, comment dites-vous, particularité dans sa construction. Ashcroft serra les lèvres. Si je l'avais su, je l'aurais signalé. Mais oui, dit Poirot, laissant tomber le sujet, comme s'il n'avait aucune importance. Il se tourna vers les autres. Je pense que nous devrons bientôt parler d'argent, d'héritage, de ceux qui gagnent et perdent à la mort de Lord Edmund. Mais pas encore. Pour l'instant, je me contente d'observer la situation. Il fit un geste vers le portrait, le corps en dessous désormais enveloppé d'un épais tissu, et le cercle d'invités autour de la lueur du feu. Nous avons ici une scène figée dans le temps. Un éclair, un cri, 5 secondes d'obscurité. Pendant ce temps, quelqu'un saisit une lame, peut-être derrière le cadre, et frappa. L'arme disparut à nouveau, et lorsque la lumière revint, tout redevint comme avant, à une exception près. Un homme était en train de mourir. Sa façon de le dire, calme et naturelle, fit bouger plusieurs d'entre eux. Le regard Huddenma, Poirot se promena lentement d'un visage à l'autre, s'arrêtant sur chacun suffisamment longtemps pour laisser le malaise s'installer avant de passer à autre chose. « Quand le gendarme arrivera demain matin, dit-il, nous procéderons à l'interrogatoire officiel. D'ici là, je vous demanderai à chacun en privé de petits détails. Vous les croirez sans importance. Ne vous y trompez pas. Ils m'en diront plus que vous ne l'imaginez. » Il joignit de nouveau les mains derrière son dos, sa posture parfaitement droite. « Et peut-être qu'avant l'aube, l'un de vous se souviendra de quelque chose qu'il avait oublié. Un mouvement, un bruit, un contact dans l'obscurité. Ces choses, comment dire, sont comme le fil qui, une fois tiré, défait tout. » Son regard se porta de nouveau sur le portrait, et pendant un instant, il sembla presque s'adresser à la femme peinte plutôt qu'aux femmes vivantes présentes dans la pièce. « Patience, madame, murmura-t-il en français, je ne vous ferai pas attendre longtemps. » Le feu crépita alors brusquement, provoquant un léger sursaut chez Clara. Personne ne rit. Dehors, la pluie s'était calmée, mais l'air du salon était plus lourd qu'avant, comme si la vérité, quelle qu'elle fût, commençait à se presser contre les murs, attendant le moment où elle ne pourrait plus être contenue. Le bruit de la pluie se fit entendre contre les fenêtres en un rythme régulier et berçant, mais personne dans le salon ne semblait plus à l'aise. L'air était empreint d'une attente tendue, celle qui survient quand on en a trop dit et pas assez expliqué. Poirot resta immobile, la tête légèrement inclinée, comme s'il écoutait non pas l'orage, mais quelque chose dans la pièce elle-même. Lorsqu'il parla, ce fut d'un ton si doux qu'il fallut un moment pour que le poids de ses mots se calme. « Je pense, mes amis, qu'il est temps de quitter la scène et de passer en coulisses. » Plusieurs visages se tournèrent vers lui, perplexes. Les sourcils de Béatrice se haussèrent, légèrement amusés. « Ce qui veut dire, dit Poirot en s'éloignant de la lueur du feu, que la scène que nous avons tous décrite ne peut être comprise sans ce qui se cache derrière. Les instants précédant l'obscurité, les heures précédant ce soir, peut-être même les années précédant ce soir, ce sont les coulisses. Et c'est là que les acteurs se préparent. » Il se dirigea vers le buffet, les mains légèrement jointes derrière le dos, le regard balayant sans s'attarder la silhouette enveloppée au sol. « Mademoiselle Penrose, dit-il doucement, vous et Lord Edmund avez parlé juste avant que les lumières ne s'éteignent. Il vous a parlé de demain, de son départ pour Londres. Vous l'avez déjà dit. Mais je vous le demande maintenant, semblait-il résolu? Y avait-il de l'hésitation dans sa voix? Clara serra les lèvres avant de répondre. Résolu. Ce n'était pas le genre d'homme à faire des promesses à la légère. S'il avait dit qu'on irait à Londres, on l'aurait fait. Poirot hocha légèrement la tête comme si c'était précisément la réponse qu'il attendait. Et y avait-il quelqu'un dans cette pièce, mademoiselle, qui était au courant de ce plan à part vous? Non, dit-elle en jetant un coup d'œil à Bellamy. Même pas à Monsieur Bellamy. Edmund voulait le lui dire en personne demain. Bellamy inclina légèrement la tête, geste d'avocat en guise de reconnaissance sans concession.
Poirot reporta son attention sur Félix. « Monsieur Rowan, vous m'avez accusé tout à l'heure d'avoir insinué que beaucoup de personnes dans cette pièce pouvaient avoir des raisons de connaître les secrets du portrait. Dites-moi, combien de fois vous êtes-vous tenu près de cette cheminée sous ce cadre ?» Félix changea de position, son air de nonchalance habituel un peu trop délibéré. « Plusieurs fois. J'ai vécu ici par intermittence depuis mon enfance. »« Pourquoi ?»« Parce que, dit Poirot, je commence à penser que la personne qui l'a utilisé ce soir l'a fait comme on ouvre un tiroir familier, sans chercher, sans hésitation. Ce genre de familiarité ne se gagne pas en une seule visite. » Les yeux de Félix se plissèrent. « Si tu dis que... » »« Je ne dis rien, » interrompit doucement Poirot. « Je vous situe simplement chacun dans la géographie des opportunités. La carte se dessinera d'elle-même. » Markham, resté silencieux pendant plusieurs minutes, prit soudain la parole. « Vous tournez autour de ce portrait depuis votre arrivée. Que pensez-vous qu'il y a exactement derrière ?»« Peut-être rien, » répondit Poirot avec un léger haussement d'épaules. « Peut-être un creux dans le mur, creusé lors de la pose du cadre. Les vieilles maisons cachent souvent de petits placards, des niches pour les objets de valeur, voire pour des lettres qu'on ne voulait pas y trouver. Ou peut-être quelque chose de plus moderne, un ajout réalisé ces dernières années par quelqu'un qui a compris que le cadre pouvait le dissimuler. Quoi qu'il en soit, il est assez grand pour dissimuler une lame étroite et assez proche pour frapper sans s'éloigner de la cheminée. » La voix d'Ashcroft l'interrompit, étranglé par l'irritation. « Et pourtant, vous ne le démontez pas ce soir ?»« Non, » répondit simplement Poirot. « Le moment viendra lorsque le gendarme sera là, lorsque personne ne pourra accuser personne d'avoir falsifié les lieux. En attendant, rien ne changera. » Béatrice sourit faiblement, d'un ton un peu trop léger. « Vous donnez l'impression que le portrait lui-même est suspect. » Le regard de Poirot se porta vers le visage peint au-dessus d'eux, un léger sourire, narquois que le temps n'avait pas atténué. « C'est peut-être vrai, mademoiselle. Il voit plus qu'il ne raconte. » Il laissa le silence s'installer un instant, puis se dirigea vers Jennings près des portes. « Les domestiques, » dit Poirot. « Vous m'avez dit qu'ils étaient dans l'aile des domestiques lorsque les lumières se sont éteintes. Je voudrais qu'on les amène ici, un par un, pour quelques brèves questions. » Lady Agatha leva brusquement les yeux. « Vous soupçonnez l'un d'eux ? Je ne soupçonne rien encore, madame, mais je souhaite dissiper les soupçons qui ne devraient pas l'être. » Jennings inclina la tête et disparut. Les invités se déplacèrent, certains penchés en avant, d'autres en arrière, comme s'ils se préparaient à l'intrusion d'un autre point de vue. Le premier à entrer fut Henry, le plus jeune valet de pied, son regard scrutant les visages rassemblés. Poirot l'interrogea brièvement, lui demandant où il était allé, ce qu'il avait entendu, s'il s'était approché du salon avant ou après l'extinction des lumières. Les réponses d'Henry furent simples, sa voix posée malgré la tension dans ses épaules. Lorsque Poirot le congédia, le garçon faillit s'enfuir. Puis vint Madame Cribbins, la gouvernante, debout, les mains croisées sur son tablier, le regard fixe. Elle confirma qu'elle était bien dans l'embrasure de la porte avec le plateau lorsque la lumière s'était éteinte, et qu'elle ne s'était ni approchée ni éloignée de la cheminée dans l'obscurité. Poirot la regarda un long moment avant d'acquiescer et de la laisser partir. Finalement, Jennings revint seul. « La cuisinière n'a rien à ajouter, monsieur. Elle est restée dans la cuisine et n'a entendu que le cri. » Poirot inclina la tête. « Alors, laissons les domestiques de côté pour l'instant, ce qui nous laisse... » Son regard parcourut à nouveau la pièce, s'arrêtant sur chaque invité avec une indéchiffrable gravité. Tel exactement là où nous avons commencé, mais avec la scène un peu plus dégagée. Bellamy eut un petit rire, et le meurtrier est toujours assis parmi nous. « Oui, » dit doucement Poirot, « mais peut-être pas aussi confortablement qu'avant. » Il retourna au feu, se réchauffant brièvement les mains avant de reprendre la parole. « Une chose me trouble. Mademoiselle Vale, vous avez dit avoir entendu le mot « maintenant ». Si ce mot était le signal, alors quelqu'un d'autre devait être prêt à agir à ce moment précis.
Cela me dit que 2 personnes pourraient être impliquées, pas à parts égales, mais avec un objectif précis. L'une pour donner le signal, l'autre pour frapper, ce qui rend la situation plus délicate. Un éclair passa entre Béatrice et Félix, si bref, si léger, qu'on aurait pu l'imaginer. Poirot, cependant, ne le manqua pas. Il ne dit rien, se contentant de lisser sa moustache avec une lente et précise précision. « La tempête s'apaise », observa Lady Agatha, peut-être pour rompre le silence qui s'installait. Poirot hocha la tête. Et avec lui, peut-être, le courage du meurtrier. La nuit est longue, mes amis, quand on attend d'être découvert. Il se redressa, la posture parfaitement posée, et jeta un dernier coup d'œil au portrait. Demain matin, dit-il, nous saurons la vérité derrière ce cadre. En attendant, je continuerai à poser mes petites questions, et vous croirez qu'elles ne mènent à rien. Mais déjà les réponses commencent à se parler, et quand ils auront terminé leur conversation, son regard parcourut la pièce, s'arrêtant juste assez longtemps sur chaque visage pour être ressenti. Toad, il n'y aura plus de secret. Le feu crépita brusquement, comme pour marquer la fin de la soirée. Un à un, les invités détournèrent le regard, chacun à ses pensées, tandis qu'au-dessus d'eux, les yeux peints de Lady Helena Linton semblaient scintiller faiblement dans la lumière changeante, comme amusés par leur proximité et leur éloignement de la vérité. L'heure approchait de minuit, mais personne dans le salon ne semblait remarquer le temps qui passait. La chaleur du feu s'était adoucie, sa lueur se transformant en une lueur ambrée régulière. Jennings se déplaçait silencieusement entre les chaises, rechargeant les bûches et rapprochant les lampes, sa présence presque fantomatique dans le silence pesant. Dehors, l'orage avait perdu de sa fureur. La pluie n'était plus qu'un léger crépitement, mais le silence qu'il laissait derrière lui était encore plus oppressant, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Poirot ne s'était pas rassis. Il marchait à petits pas posés, chaque tour de la pièce semblant reproduire le schéma de ses pensées. Il s'arrêta une fois devant la cheminée, son regard se porta sur le visage peint de Lady Helena, puis reporta son regard sur la couture, dorée à gauche, comme s'il s'agissait d'un paragraphe d'un livre qu'il avait lu trop de fois pour ne pas connaître par cœur. « Je pense, dit-il soudain, que nous n'avons pas encore suffisamment prêté attention aux instants précédant l'obscurité. Nous parlons de l'instant d'après. Le cri, la chute, l'arme disparue. Mais ce qui m'intéresse, c'est la disposition de vos yeux et de vos pensées juste avant que cela ne se produise. Quand on sait où chacun regardait, on sait qui était, libre de se déplacer sans être vu. Il regarda d'abord Béatrice. « Vous, mademoiselle, où étiez-vous quand la lumière s'est éteinte ?»« À Lord Edmund, » dit-elle sans hésiter. Je lui disais quelque chose qui ne lui plaisait pas et j'observais sa réaction. « Alors, tu aurais remarqué si quelqu'un près de toi avait fait un mouvement brusque ? » ?»« Oui, à moins qu'il ne soit dans le coin de ma vue. » Poirot se tourna vers Clara. « Et toi ?»« Je regardais Edmund, » dit-elle d'une voix plus basse. Il venait de me prendre la main, juste avant que les lumières ne s'éteignent. Je le regardais, me sourire. Poirot inclina légèrement la tête, puis se tourna vers Félix. « Monsieur Rowan ?» Félix se pencha en arrière, une cheville sur le genou. L'image même de la nonchalance, même si sa voix était légèrement raide. J'observais le capitaine. Il expliquait son grief. « Lequel ?» demanda doucement Poirot. « Un pari, » dit Markham d'un ton neutre. Je le lui rappelais, on se regardait. « Et vous, docteur Ashcroft ?» L'historien de l'art ajusta ses lunettes. Je regardais le portrait. Nous parlions de son nettoyage juste avant l'orage. « Et Monsieur Bellamy ?»« Lord Edmund, » répondit Bellamy, même si mon attention était autant portée sur la pendule que sur lui. Je comptais lui parler en privé à 9 heures. Poirot hocha légèrement la tête, comme s'il remarquait la carte qu'il était en train de construire. « Voyez-vous, mes amis, dans un tel moment, les yeux sont aussi révélateurs que les pieds.
Si tout le monde regarde devant ou de côté, l'espace derrière ce regard est moins observé. Et dans l'obscurité, mais alors les yeux sont inutiles, et le corps se déplace là où il a déjà décidé d'aller. Il s'arrêta devant la silhouette enveloppée sur le tapis, sa voix s'adoucissant presque imperceptiblement. Le tueur n'avait qu'à faire un pas en avant, peut-être 2, pour l'atteindre. La lame était prête, retirée de sa place plus tôt ou déjà dans la main. Et puis, dans la même obscurité, elle avait disparu. Bellamy émit un léger reniflement. « Tu parles comme si tu avais déjà vu ça. » Le regard de Poirot croisa brièvement le sien. « Oui, monsieur. Le théâtre du crime est très ancien. Les acteurs changent, mais la pièce demeure. » Il se dirigea de nouveau vers la porte-fenêtre, posant la main près du loquet sans le toucher. « C'est curieux, » dit-il presque pour lui-même. « Dans l'obscurité, l'instinct de fuite est fort. Pourtant, notre tueur n'a pas couru, n'a cherché ni les portes ni le couloir. Il est retourné à sa place comme si de rien n'était. Cela exige une discipline peu commune. » Markham parlait à voix basse. « La certitude qu'il ne serait pas soupçonné. »« Oui, » acquiesça Poirot. « C'est pourquoi le visage du tueur ce soir est celui d'un homme qui a appris à rester discret quand il le souhaite. » Cette observation sembla resserrer l'atmosphère dans la pièce, et pendant un long moment personne ne parla. Puis la voix de Béatrice rompit le silence. « Alors, tu penses qu'il nous reste 2 personnes à retrouver? Celle qui a donné le signal et celle qui a frappé? Et peut-être, dit Poirot, ou peut-être une personne qui souhaitait être entendue à un certain endroit tout en faisant quelque chose ailleurs. Dans l'obscurité, la voix peut induire en erreur aussi bien que le pas. » Il se dirigea vers la table d'appoint où se trouvaient les lettres d'invitation, posant une main sur l'enveloppe la plus haute. Il y a un autre détail. Le meurtrier devait être sûr d'être à proximité de Lord Edmund au moment crucial. Cela signifie que soit il contrôlait sa position, soit il organisait la conversation pour qu'il soit là où il le souhaitait. Les yeux de Clara vacillèrent, soudain submergés par le souvenir. Avant le toast, Edmund s'est approché du feu. Il a dit qu'il voulait discuter avec le portrait, comme il l'a dit. J'ai cru qu'il plaisantait. Le regard de Poirot s'aiguisa. Et qui était avec lui quand il a pris cette décision? Monsieur Bellamy, dit lentement Clara. Et mademoiselle Vail était tout près. Béatrice haussa un sourcil. Je l'ai à peine traîné jusqu'ici, ma chère. J'étais déjà debout, près de la cheminée. L'attention de Poirot se porta sur Bellamy. « Monsieur ?» Bellamy soutint son regard sans broncher. « J'ai proposé qu'on parle là-bas, parce que c'était calme. C'est tout. » Mams. Le ton de Poirot était évasif. Mais il s'éloigna avec l'air d'un homme qui vient de glisser quelque chose dans sa poche. Le feu crépita brusquement, et une petite braise roula jusqu'au bord de l'âtre avant de s'éteindre. Le regard de Poirot la suivit, puis se porta de nouveau sur la dorure à gauche du cadre. « Nous sommes presque au point où le tableau va livrer son secret, » dit-il doucement. « Mais pour ce soir, je me contente de le laisser dormir. Demain matin, il parlera. » Il se retourna vers la pièce, l'air indéchiffrable. « En attendant, je vous demanderai à tous de rester dans vos chambres après notre départ. Jennings veillera à ce que personne n'ait l'occasion de traverser le salon. La tempête a transformé cette maison en une île, mes amis. La vérité est là, et elle ne s'échappera pas dans la nuit. » Son regard parcourut à nouveau le cercle, s'arrêtant un instant sur 2 visages, Béatrice et Bellamy, avant d'incliner la tête vers Lady Agatha. « Madame, je propose que nous terminions la soirée. Demain sera instructif. » Lady Agatha se leva, ses gestes précis et posés. « Très bien. Jennings, veillez à ce que chaque invité soit conduit à sa chambre. Le gendarme sera là dès l'aube. » Tandis que la compagnie se levait, on entendit un léger bruissement de tissu, le frottement des pieds de chaise sur le bois poli. Personne ne regarda directement le corps enveloppé tandis qu'il sortait. Poirot s'attarda un instant près du feu, le regard fixé sur les yeux complices du portrait. Dans la lumière vacillante, il lui sembla presque que la femme peinte se penchait légèrement en avant, comme impatiente d'assister au dernier acte du drame qu'elle avait présidé en silence.
Lorsque la pièce se vida enfin et que Jennings s'apprêta à fermer les portes, la voix calme de Poirot le suivit. « Souviens-toi, mon ami, personne n'entre ici ce soir, pas même toi. » Et avec cela, le salon resta dans l'obscurité, le seul bruit étant le doux dépôt des braises et la pluie chuchotant contre la vitre, comme quelqu'un essayant très doucement d'être laissé entrer. La maison s'installa dans la nuit avec la réticence d'un vieil animal, se couchant sous un regard attentif. Les portes se refermèrent une à une dans le couloir supérieur, le cliquetis de chaque loquet étant faible, mais définitif. Quelque part, au fond de l'aile des domestiques, une horloge sonna le quart d'heure, le son résonnant faiblement dans le silence. Poirot resta dans sa petite chambre, assis à un bureau, une unique lampe projetant un cône de lumière sur une page blanche. Il n'écrivait pas. Son regard était fixé sur un faible reflet dans la vitre de la fenêtre, une tache, pâle qui pouvait être de la buée, ou l'ombre passagère de quelqu'un avançant dans le couloir sombre. Il se leva sans bruit et traversa la pièce, l'ouvrant juste assez pour apercevoir le léger lambeau de moquette éclairé par les appliques allumées faiblement pour la nuit. Personne. Pourtant, il resta un moment encore à écouter. L'air avait cette douceur d'un endroit où tout le monde fait semblant de dormir. Il referma la porte et retourna s'asseoir les mains jointes. Le schéma de la nuit se dessinait et il comptait bien observer son déroulement. Au bout du couloir, dans la chambre de Lady Agatha, un léger grincement de plumes sur le papier troubla le silence. Elle écrivait à son bureau, la lampe baissée, les épaules rentrées comme si l'acte était destiné à rester caché. La page devant elle était déjà à moitié remplie d'une écriture nette et penchée, chaque ligne tracée rapidement, sans tache ni hésitation. À 2 reprises, elle s'arrêta pour jeter un coup d'œil à la porte avant de poursuivre. Et une fois à un bruit provenant du couloir, sa main resta suspendue au-dessus du papier jusqu'à ce que le silence revienne. Dans une autre pièce, Béatrice Val était allongée sur son lit dans le noir, les yeux ouverts, un léger sourire aux lèvres tandis qu'elle revoyait les échanges de la soirée. Elle avait le don d'écouter ce que les gens ne voulaient pas dire, et les questions de Poirot lui en avaient révélé autant sur ses soupçons que sur les réponses des autres. Elle se tourna une fois sur le couvre-lit, son esprit revenant aux mots entendus dans l'obscurité maintenant, et se demanda si, finalement, elle n'avait pas imaginé la voix. La chambre de Félix Rohan sentait légèrement la fumée. Il avait ouvert la fenêtre pour laisser entrer l'air humide et s'était appuyé sur le rebord, une cigarette à la main. En contrebas, le gravier de l'allée luisait faiblement au clair de lune. La branche brisée du vieux chêne gisait comme un géant abattu en travers de la route. Il tapota la cendre dans la nuit, pensant non pas à la mort d'Edmund, mais à la conversation qu'il avait surprise plus tôt dans la semaine, des bribes juste assez pour le convaincre que certains changements dans la propriété seraient gênants. Il écrasa sa cigarette contre le rebord et ferma la fenêtre avec un clic prudent. Le docteur Ashcroft, dans sa chambre, déballait une petite trousse en cuir. Il en sortit quelques pinceaux soigneusement emballés, un chiffon et un petit outil à manche en bois dont l'utilité aurait été immédiatement reconnaissable pour n'importe quel praticien de sa profession. Il les rangea sur le bureau, puis se rassit, les regardant comme s'il hésitait à les utiliser. Une légère odeur de néroli flottait encore dans son manteau, drapé sur la chaise. Après un long moment, il se leva, et, d'un léger hochement, de tête commença à ranger les objets dans la trousse. Poirot, quant à lui, avait quitté sa chambre. Ses pas étaient silencieux sur le tapis, tandis qu'il se dirigeait vers l'escalier de service. Sur le palier, il s'arrêta, écoutant de nouveau. La maison avait le silence pesant et stratifié d'une vieille bâtisse, mais en dessous, on percevait le craquement presque imperceptible d'un poids se déplaçant sur le plancher quelque part en dessous. Il descendit lentement, chaque pas posé, jusqu'à ce que la faible lueur du salon apparaisse, une fine ligne sous les doubles portes. Les portes n'étaient pas complètement fermées. L'une d'elles était entr'ouverte de quelques centimètres, mais suffisamment pour qu'il puisse voir
qu'une lampe était allumée à l'intérieur. Le tissu recouvrant le corps de Lord Edmund était intact, mais la lumière éclairait directement le portrait. Devant lui, dos à la porte, se tenait Lady Agatha. Elle fixait le visage peint, les mains jointes, immobile. Poirot attendit. La maison était si silencieuse qu'il entendit le léger tic-tac de la pendule. Lady Agatha resta immobile pendant 1 minute, puis elle fit un pas en avant, levant une main vers le coin inférieur gauche du cadre. Ses doigts effleurèrent la couture dorée, hésitant, puis se laissèrent tomber à ses côtés. Elle se détourna et, sans un regard vers la porte, traversa la pièce pour éteindre la lampe. Le léger parfum de son parfum flotta jusqu'à lui, tandis qu'elle traversait le couloir et s'éloignait dans la direction opposée. Lorsque le bruit de ses pas se fut estompé, Poirot se glissa dans la pièce. Il ne s'approcha pas du portrait. Il alla plutôt vers la cheminée et se tint debout comme Edmund, aligné avec le regard peint au-dessus. Le courant d'air était de nouveau présent, un léger courant d'air sur sa main gauche, se faufilant entre le dorure et la pierre. Il leva la main non pas pour la toucher, mais pour tracer dans l'air le contour précis de l'endroit où une main se poserait si elle savait déjà où appuyer. Puis il recula, éteignit la faible lumière du couloir et laissa la pièce exactement telle qu'il l'avait trouvée. De retour dans sa chambre, il s'assit de nouveau à son bureau, prenant cette fois sa plume. Sur la page blanche, il écrivit 3 courtes lignes. Chacune de sa petite écriture précise, celui qui donne le signal, celui qui porte le coup, celui qui sait où cacher la lame. Il tapota 2 fois le papier avec son stylo, puis traça une ligne fine entre le 2e et le 3e point. En dessous, il inscrivit une seule question. Où sont-ils les mêmes? Satisfait pour l'instant, il remit le capuchon sur le stylo et baissa la lampe. Le reste de la nuit se déroula sans bruit, mais le silence de la maison était fragile, prêt à voler en éclats au premier bruit sec. Lorsque les premières lueurs grises de l'aube filtrèrent à travers les rideaux, Poirot était déjà réveillé. Il s'habilla avec son soin habituel, lissant le pli de son pantalon et ajustant sa cravate jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement centrée. À 7h30, il descendit dans la salle à manger, où Lady Agatha l'attendait seule. La cafetière, en argent, fumait entre eux, mais elle n'avait pas encore versé une tasse. « Monsieur Poirot, » dit-elle d'une voix calme en guise de salutation, « vous avez l'intention de décrocher le portrait ce matin. »« Oui, madame, avec votre permission et en présence de tous. Il n'y aura aucune rumeur de manipulation, aucune suggestion de manipulation secrète. Ce qui se cache derrière tout cela sera visible aux yeux de tous dans cette maison. » Elle versa le café d'une main ferme. « Et s'il n'y a rien, nous saurons alors que le tueur est assez malin pour exploiter à son avantage une cachette vide. Mais je pense, madame, il marqua une pause, la regardant droit dans les yeux, que nous ne la trouverons pas vide. » Un léger sourire effleura ses lèvres, mais n'atteignit pas ses yeux. « Alors il vaut mieux préparer le salon. » Lorsque le reste de la maisonnée se rassembla, la pluie avait complètement cessé, laissant le terrain propre et luisant dans la pâle lumière matinale. La branche de chêne brisée gisait immobile en travers de l'allée, la route au-delà, formant un ruban lisse se fondant dans la brume. Jennings tira les rideaux, et le soleil matinal tomba directement sur le portrait, son cadre doré accrochant la lumière telle une couronne. Poirot s'avança et jeta un coup d'œil autour de lui. « Vous constaterez tous, dit-il, que rien n'a été touché depuis hier soir. Jennings m'assistera. Le capitaine Markham assistera à la manipulation, et je vous demande de vous tenir à un endroit où vous pouvez voir. » Sa main resta un instant sous la couture inférieure gauche, l'air frais murmurant au bout de ses doigts. Puis, d'une légère pression, il sentit le mouvement se produire. Un panneau se déplaçait presque imperceptiblement dans la dorure. Il y eut un clic doux et distinctif. Le clic fut si léger que personne ne réagit pendant un instant, comme s'il doutait de l'avoir vraiment entendu.
Les doigts de Poirot s'attardèrent sur la couture, exerçant une légère pression jusqu'à ce que le coin inférieur du cadre ne s'avance que de quelques centimètres. Un léger souffle d'air vicié s'échappa de derrière le portrait, emportant avec lui une odeur sèche de poussière et de métal. « Voilà, » murmura Poirot. « La dame vous livre son secret. » Jennings s'approcha, ses mains gantées de blanc posées en équilibre, mais sans encore se toucher. Sur un signe de tête de Poirot, il cala le cadre tandis que celui-ci relâchait encore le mécanisme. Le mouvement fut presque silencieux, révélant une étroite cavité dans le mur, profonde d'à peine une main, tapissée de bois sombre, polie par le temps. À l'intérieur se trouvait une fine lame triangulaire, dont le manche était gainé de cuir noir usé. Une légère trace de brun rougeâtre masquait l'acier. Elle reposait de biais, comme posée là, à la hâte. Le silence dans. La pièce se resserra comme un nœud coulant. Poirot ne leva pas immédiatement l'arme. Il examina plutôt le creux, son regard se portant vers une petite rainure à la base. « Cet espace a déjà été utilisé, » dit-il doucement. « Le bois est poli là où la main a pénétré à maintes reprises. Ce n'est pas seulement un ornement de l'artisan, c'est un lieu de réminiscence. » La voix de Clara rompit le silence, cinglante de stupeur. « C'était donc ici depuis toujours. »« Oui, mademoiselle, » dit Poirot sans quitter la cavité du regard. « Et la nuit dernière, quelqu'un l'a attrapé dans l'obscurité, comme on attraperait un objet familier sur une table de chevet. Sans tâtonnement, sans hésitation. » Il se tourna vers Markham. « Capitaine, s'il vous plaît, retirez la lame avec précaution. Nous l'envelopperons dans un tissu et la placerons sur la cheminée jusqu'à l'arrivée du gendarme. » Markham obéit, levant l'arme avec la précision tranquille d'un homme habitué à manipuler des objets dangereux. La faible pointe métallique s'aiguisa dans l'air, tandis qu'il la posait sur un linge plié que Jennings avait préparé. Poirot recula, laissant le cadre se refermer avec un léger clic. Son regard parcourut le cercle de visages, s'arrêtant sur chacun d'eux comme à la recherche du léger frémissement de leur reconnaissance. « Maintenant la scène est complète, » dit-il doucement. « L'arme du crime, la cachette, l'occasion. Il ne reste que la main qui les a unis. » Le ton de Béatrice était froid mais curieux. « Et tu crois savoir de quelle main il s'agissait » Le regard de Poirot s'adoucit, presque bienveillant. « Je crois, mademoiselle, qu'il n'y a qu'une seule main dans cette pièce qui aurait pu agir ainsi sans chercher. Et je crois que cette main a déjà été là, plus d'une fois. » Félix changea de position, la voix aigre. « Tu continues à parler comme si c'était une vieille habitude. Mais qui cacherait un couteau derrière un portrait pendant des années, en attendant que les lumières s'éteignent ?»« Ah, » dit Poirot, « mais peut-être n'était-ce pas des années, peut-être seulement quelques jours, peut-être le couteau avait-il été placé là récemment, mais par quelqu'un qui avait déjà découvert le creux. Et quand le moment serait venu, il leur suffirait d'y retourner. » Le regard de Dame Agatha ne quittait pas la lame sur la cheminée. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était ferme. « Qui que ce soit, il faudra qu'ils expliquent comment ils ont su pour la cachette. »« Exactement, madame, » répondit Poirot. « Et c'est la question à laquelle chacun de vous doit répondre. Qui parmi vous s'est approché suffisamment près de cette veine, a eu le loisir de l'explorer et a eu l'idée de se demander ce qu'elle pouvait bien cacher ?» Ashcroft ajusta ses lunettes. « J'ai examiné la monture, certes, mais en tant qu'historien de l'art, je n'avais aucune raison de fouiller. » Poirot le regarda un long moment. « Et pourtant, vous portez l'odeur que Miss Penrose avait remarquée dans l'obscurité. Vous étiez derrière elle, assez près pour effleurer sa manche. Il est possible que vous ayez tendu la main à cet instant, mais ensuite, il est aussi possible que quelqu'un ait voulu vous placer près de la scène dans son esprit. » Bellamy émit un petit rire sec. « Alors on est tous tirés d'affaire, n'est-ce pas ?» Poirot se tourna vers lui, un sourire faible mais sans émotion. « Au contraire, monsieur. Vous avez placé Lord Edmund près de la cheminée juste avant le toast. Vous avez créé l'arrangement qui a donné sa chance au tueur. Était-ce délibéré ?» L'expression de Bellamy resta inchangée.
Je vous l'avais dit, c'était calme. Nous devions nous parler en privé. Oui. Et vous avez veillé à ce qu'il se tienne exactement là où le tueur avait besoin de lui. L'air dans la pièce semblait se resserrer. Les yeux de Béatrice brillaient faiblement, bien que sa voix fût douce. Si vous insinuez que Bellamy était de mèche avec quelqu'un d'autre, cela fait 2 conspirateurs. Avec lequel d'entre nous le mettez-vous en relation? Poirot lissa sa moustache. Voilà, mademoiselle, l'affaire est toujours en suspens. Mais rappelons-nous, l'obscurité n'a duré que quelques secondes. Celui qui a frappé l'a fait avec la certitude que la lame était à portée de main. Cette confiance est rare, et elle est dangereuse. Markham, le regard fixé sur l'arme, parla doucement. « Si tu sais qui a fait ça, Poirot, tu ferais mieux de le dire maintenant. » Le regard de Poirot parcourut à nouveau les visages. « J'en sais assez pour être certain que le tueur n'a pas agi seul pour créer cette opportunité. Mais la preuve ultime, le moment où les mensonges se trahissent, n'est pas encore arrivé. Pour cela, il me faut encore une chose. Chacun de vous me dira, avant l'arrivée du policier, quand exactement vous avez vu le portrait pour la première fois. Pas ce soir, jamais. Votre premier souvenir. » Un bruissement se fit entendre tandis que le groupe se déplaçait, la surprise se lisant sur plus d'un visage. Clara prit la parole la première. « Quand je suis arrivé chez Lord Edmund, il m'a montré le salon. Mademoiselle Vale, le sourire de Béatrice était vague. Il y a des années, lors d'un dîner de Lady Agatha. Monsieur Rowan. » Félix hésita, puis haussa les épaules. « J'étais un petit garçon, j'ai grandi en passant devant. Dr Ashcroft, en tant qu'étudiant, je n'aurais jamais imaginé qu'on me demanderait de l'évaluer. »« Monsieur ? » ?»« Bellamy ? » ?»« Des années. J'ai été dans cette maison assez souvent pour connaître chaque centimètre de ce mur. » Poirot hocha lentement la tête, comme s'il intégrait ses réponses dans une forme que lui seul pouvait voir. « Alors vous le connaissez tous depuis assez longtemps pour en être aveugles aux détails, à moins, bien sûr, que vous ne cherchiez quelque chose en particulier. » Jennings, resté silencieux jusque-là, s'éclaircit la gorge. « Pardonnez-moi, monsieur, mais je l'ai vu pour la première fois, enfant. Mon père travaillait ici avant moi. On nous avait interdit d'y toucher. Certains employés disaient qu'il cachait quelque chose, mais personne n'a jamais rien trouvé. » Poirot le regarda avec intérêt. « Et tu as cru à cette histoire ?» Jennings secoua la tête. « Non, monsieur, jusqu'à maintenant. » Le sourire de Poirot fut bref. « Et maintenant, mes amis, nous avons le tableau dans son cadre. Une arme cachée à la vue de tous, un instant d'obscurité, un signal, et quelqu'un dont la main savait exactement où tendre la main. Quand le gendarme arrivera, je vous poserai à chacun une dernière question. » Et ensuite, il fit un geste, vers la lame sur la cheminée, la lumière du soleil se reflétant maintenant sur son bord. Le petit drame d'hier soir aura sa fin. Le silence qui suivit n'était pas le calme tendu de l'incertitude, mais quelque chose de plus dur, teinté, de la certitude que l'heure de l'évasion touchait à sa fin. Dehors, la brume se levait de l'allée, révélant la longue route droite au-delà du chêne abattu. Quelque part au loin, on entendait le léger crissement délibéré des roues sur le gravier mouillé. L'agent de police était en route. L'arrivée du connétable apportait avec elle l'odeur vivifiante de la laine humide et l'autorité. Ses lourdes bottes marquaient un rythme régulier sur le sol ciré. Il s'arrêta devant la silhouette voilée de Lord Edmund, puis regarda Poirot d'un hochement de tête respectueux, reconnaissant immédiatement l'autorité dans l'immobilité du petit homme. Poirot inclina la tête. « Merci, agent. Vous serez le bienvenu comme témoin. Nous sommes prêts à conclure. » La maisonnée se rassembla une fois de plus dans le salon, le soleil matinal, désormais pleinement éveillé, accentuant le sourire narquois du portrait. La lame reposait sur la cheminée, dans son linge plié, pivot silencieux autour duquel tout leur regard tournait. Poirot se tenait devant eux, les mains jointes, la voix calme. « La nuit dernière, mes amis, dans les 5 secondes d'obscurité, un homme a été tué. L'acte n'était pas improvisé, il était préparé. L'arme était cachée derrière le portrait, une ancienne cachette découverte avant la nuit.
Dernière. Le tueur l'a attrapée sans chercher, a frappé et l'a remise en place. Pour y parvenir sans tâtonner, il leur fallait connaître l'emplacement précis du creux. Cette connaissance était rare. Elle appartenait à quelqu'un qui avait étudié le cadre de près, qui avait souvent l'occasion de se trouver près de la cheminée et qui pouvait s'y placer sans attirer l'attention. Ses yeux se posèrent sur Béatrice. Vous avez entendu le mot « maintenant », un signal donné doucement. Il était destiné à attirer l'attention sur le devant de la cheminée pendant que le tueur se tenait sur le côté. Cette voix, « Mademoiselle, vous était familière car elle était censée l'être ». Poirot se tourna vers Bellamy. « Monsieur, vous avez guidé Lord Edmund jusqu'à cet endroit précis avant le toast. Vous vous êtes tenu suffisamment près pour que le coup soit porté, mais vos mains sont restées propres. Vous avez donné le signal. » Le teint de Bellamy monta, mais il ne dit rien. Et celui qui a frappé? Le regard de Poirot se porta sur le docteur Ashcroft. Vous, docteur, vous vous teniez derrière mademoiselle Penrose. Vous portez l'odeur qu'elle a perçue dans l'obscurité. Vous avez examiné le portrait 3 fois au cours du mois dernier, et vous avez pu trouver le creux au seul toucher. Votre œil savant vous en a donné les moyens. Votre proximité d'hier soir vous en a donné l'occasion. La bouche d'Ashcroft se serra, ses yeux se posant brièvement sur la lame. La voix de Poirot s'adoucit. Vous partagiez tous les deux le même mobile. L'opposition de Lord Edmund à certaines modifications du domaine. Bellamy, vous souhaitiez transférer des biens à un trust favorisant M. Rowan. Ashcroft, vous souhaitiez que le patronage de Lady Agatha finance vos travaux, ce que Lord Edmund refusait. Ensemble, vous avez décidé qu'il devait être destitué. Un seul mot dans l'obscurité, un seul coup, et le reste fut un silence. Il y eut alors un silence, seulement interrompu par le léger craquement du portrait dans son cadre. La mâchoire de Bellamy se crispa, mais la main du gendarme était déjà sur son bras. Ashcroft ne protesta pas lorsque la lame fut déposée comme pièce à conviction. Poirot recula, levant de nouveau son regard vers les yeux peints de Lady Helena. « Voyez-vous, madame, » murmura-t-il, « même dans l'obscurité, la vérité finit toujours par se révéler. » La voix de Lady Agatha, lorsqu'elle se fit entendre, était basse. « Et Greythorne ne gardera plus ses secrets. » Poirot inclina gravement la tête. « Plus maintenant, madame, l'ordre est rétabli. » Tandis que le gendarme emmenait les 2 hommes, le soleil du matin éclairait le bord doré du portrait et, pendant un instant, il sembla que le sourire de la dame peinte s'était approfondi, satisfaite, peut-être, que sa surveillance silencieuse n'ait pas été vaine.